Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour. Bienvenue dans notre webinaire. Alors, je vais attendre un peu, histoire que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Je vois dans le chat des petits bonjours. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire l'IA en formation, les clés pour accompagner et soutenir vos équipes pédagogiques. Je vois dans le chat que ça s'anime, c'est parfait. Je vais attendre quelques instants que tout le monde puisse se connecter. J'espère que vous nous entendez bien, que vous voyez bien l'écran. N'hésitez pas à le dire dans le chat. On est déjà un petit groupe, une bonne centaine. Je vais pouvoir commencer. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lucie à mes côtés et nous sommes ravis de vous accueillir pour cet événement. Je suis aussi accompagnée de Charlotte qui est dans le chat, qui va pouvoir répondre à vos questions. Excusez-moi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On aura une petite partie réservée aux réponses en fin de webinaire. Donc, si vous avez des questions, c'est dans le chat. Je vois qu'on nous entend et qu'on nous voit. C'est parfait. Merci Nathalie de nous l'avoir dit. Alors, au programme de cette session, on va aborder plusieurs points. On abordera en premier l'importance de la conduite au changement, les moyens d'accompagner vos équipes dans cette transition et aussi les solutions et les différentes alternatives face aux éventuelles limitations et bloqueurs que vous pourriez rencontrer. J'espère que vous êtes prêts pour un moment riche en découvertes pour certains et en informations pour d'autres. Je passe. Et juste avant de passer au sujet, je vais rapidement me présenter. Lucie, je te laisserai faire de même juste après. Donc, je suis Emeraude, je suis Customer Success Manager chez WooClap. Et WooClap, en fait, c'est une suite d'outils interactifs qui va venir renforcer l'engagement, renforcer l'apprentissage de vos collaborateurs. Aujourd'hui, on a à peu près 50 millions d'utilisateurs, un peu plus même. On est présent dans 150 pays et on a un peu plus de 5000 clients partout dans le monde. Comme ça, vous en savez un peu plus sur WooClap. Et Lucie, je vais te laisser te présenter. Eh ben, merci beaucoup, Emeraude. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Ça fait 8 ans que je suis cliente WooClap et du coup, je vous remercie, un grand merci pour vous, voilà, de me solliciter sur ce type d'événement. C'est des événements de partage, c'est pas du tout des événements de promotion, c'est vraiment du partage de connaissances à une communauté qui est la nôtre, la vôtre, WooClap et la mienne. Donc, on est vraiment ravis de faire cet événement avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors, pour rapidement me présenter, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Lucie Dorn. J'ai un parcours mixte, hybride dans la pédagogie. J'ai passé un master, j'ai commencé par des études de sociaux, puis j'ai fait un master d'ingénierie de formation. Puis quand j'ai fini ce master, je me suis rendu compte que j'allais vivre dans un monde tout technologique et que je ne me voyais pas ne pas être capable de parler avec les machines. Donc, j'ai fait un master en mathématiques et en informatique. Et je suis ce qu'on appelle aujourd'hui, ça fait plus de 12 ans que je travaille dans le secteur, je suis ce qu'on appelle une technopédagogue, même si ma spécialité, c'est l'innovation pédagogique. J'ai par ailleurs gagné 3 prix d'innovation pédagogique ces dernières années. Mais mon postulat de base, c'est les usages avant les outils. C'est dans ce sens-là que j'ai écrit mes 2 livres sur l'intelligence artificielle en formation et que j'ai créé mes 2 outils didactiques pour apprendre à prompter en texte et en images. J'ai vraiment cette vocation de rendre la technologie d'une manière générale accessible et au service du plus grand nombre et surtout pédagogique pour nous, les pédagogues, mais aussi pour nos apprenants. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je vais intervenir auprès de vous. À l'année, j'interviens surtout principalement pour des grandes entreprises et je fais de l'accompagnement à la conduite du changement et beaucoup de conférences sur l'intelligence artificielle et puis de la prise de recul. Voilà un peu pour un large scope, mais que vous voyez un peu le postulat qui va être posé devant vous aujourd'hui.
Voilà, Émeraude. Merci beaucoup. Et on vous invite à rester jusqu'à la fin puisque vous allez pouvoir tenter de gagner un prompt, excusez-moi, un plan promptable que Lucie a créé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais. Bah, ça va dans la lignée un peu de mon approche pratico-pratique. Je me rends compte que fondamentalement, même si j'ai créé le framework cadré que je vais vous présenter un peu plus tard, les apprenants que je forme en ingénierie du prompt ne savent pas comment prompter, ils savent pas ce qu'il est possible de faire, etc. Du coup, j'ai créé cet outil-là qui est sous la forme d'un plan comptable, mais c'est un plan promptable, avec ici tous les métiers de l'entreprise qui sont représentés, et en ligne, en fait, on a tout ce qu'on peut mettre en suivant la méthodologie cadrée dans un prompt. Donc, c'est vraiment un outil clé en main. Et pourquoi pourquoi un outil? Bah, c'est surtout parce que quand on a un livre, on va pas à chaque fois rouvrir le livre pour sortir la méthodo. Là, c'est un petit outil qu'on peut glisser dans un classeur et qu'on peut ressortir à chaque fois qu'on en a besoin. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup pour ça. Donc, on fera gagner ça à la fin. Donc, restez bien connectés. Et pour commencer ce webinaire, on a une petite question pour vous avec Lucie. Je vous laisse prendre vos téléphones portables, scanner le QR code qui est à l'écran ou bien cliquer sur le lien que Charlotte va mettre dans le chat. Je vais regarder ça. Voilà, vous avez le lien dans le chat, donc vous pouvez vous connecter ainsi. Je vois qu'on est déjà 40, ça monte une cinquantaine, parfait. N'hésitez pas à rester connectés d'ailleurs au cours du webinaire puisqu'on aura d'autres questions qui viendront. 80. Oui, il y avait plus de Émeraude, il y avait plus de 500 inscrits là sur le webinaire d'aujourd'hui. Effectivement, je vais regarder. Charlotte doit savoir à peu près combien de personnes sont là. Je vais attendre un tout petit peu histoire que la majorité se connecte. Donc 90, je pense que c'est pas mal déjà. On va pouvoir peut-être faire répondre. Alors, je vais faire apparaître la première question. Et la question d'aujourd'hui, dans quelle mesure l'IA est-elle utilisée dans les formations de votre organisation? Je vous laisse répondre. Alors, ça va répondre assez vite. Parfait. Occasionnellement, on voit. Pour la majorité, mais de peu. Souvent, très fréquemment. On voit une belle tendance. Ce qui est intéressant, c'est dans ceux qui l'utilisent dans leur organisation, c'est est-ce que vous avez une politique IA qui a été déployée ou est-ce que c'est utilisé mais il n'y a pas d'accompagnement? Ça m'intéresse si jamais vous voulez. Certains veulent répondre dans le chat. Est-ce que vous avez une politique ou est-ce que c'est un peu tout le monde fait comme il peut? Comme il le veut. Comme il le peut, comme il le veut. Ouais, pas d'accompagnement pour Nathalie. Pas de politique, comme je veux pour Catherine. Ouais. Pas de politique. Ouais, effectivement, on voit dans les. Mais c'est majoritaire, hein. C'est vrai que souvent c'est utilisé, tout le monde sait que c'est utilisé, mais pour l'instant, pas pour tout le monde. Hein. Les clients que j'accompagne, ils ont des politiques, on déploie ensemble des politiques, mais c'est vrai que on improvise. Non, mais c'est intéressant, je pense, pour tout le monde de voir ces réponses, hein, parce que c'est très réaliste. Ok, Émeraude. Parfait, merci beaucoup pour vos réponses. Vous pouvez continuer à le dire dans le chat. Merci d'avoir répondu. On voit quand même une tendance sur occasionnellement, mais c'est plutôt, on voit 10, 14, 17, 19, ouais, c'est plutôt assez proche. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. On va pouvoir passer à la première partie. Et la première partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est la conduite du changement. Et pour cette première question, Lucie, je voulais savoir quelles sont les raisons, quelles sont les 3 raisons principales pour lesquelles les entreprises devraient ou doivent intégrer l'IA dans leur processus de formation. Je pense qu'il faut déjà qu'on parte. Attends, fais pause sur la vidéo, ouais. Il faut déjà qu'on parte juste sur un léger constat, c'est que moi, en tout cas, je me sens personne pour dire aux entreprises ou aux organisations, et je ne suis personne pour dire aux entreprises et aux organisations, vous devriez. Après, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Du coup, au lieu de leur dire ce qu'ils devraient faire, je vais leur montrer. On va partir d'un constat
Donc là, je vous ai prévu quelques vidéos. On va juste regarder quelques vidéos. On va en tirer des enseignements, puis après, on va échanger. Voilà, c'est ce que je ferais, en tout cas, avec une organisation qui me poserait cette question. Alors, je vais pouvoir mettre la première vidéo. These neurotransmitters are packaged into what are called small, clear synaptic vesicles. And they're clear for a reason. So that's the role of your naturally. Let's compare and contrast that. You've heard this already, but you've heard it in a different. Alors, souvent, moi, quand je veux prendre du recul sur une situation, je vais me nourrir sur les réseaux. Je me nourris, bien sûr, on va dire, de tout ce qui va être la littératie, la littérature scientifique, les chercheurs dans notre domaine, etc. Mais parfois, c'est hors sol. Et donc, je vais sur les réseaux. Là, typiquement, quand je veux des informations sur les usages de l'IA par les jeunes, je vais sur TikTok. Je regarde les vidéos les plus virales. Celle-ci et la suivante sont des vidéos virales. Celle-ci, en gros, qu'est-ce qu'elle montre? C'est un apprenant qui est dans un amphi, qui lance la reconnaissance vocale. L'IA détecte le texte, lui remplit ses notes, et puis va lui chercher ou lui générer, alors là, c'est de la recherche, des images connexes, où il va pouvoir remplir dans son outil, mettre des photos, des slides qu'il prend, par exemple, durant la séance, ou récupérer le PDF. Donc, voilà, je vois ça, je me dis tiens, c'est intéressant, c'est un usage. Là, il y avait des millions de likes sur cette vidéo. J'en ai trouvé une autre qui n'est ChatGPT. Vas-y. Excuse-moi. Résout tout. Gizmo AI, fais tes fiches de révision. Claude AI, fais tes dissertations. PDF AI, parle avec tes cours. Gamma, crée tes présentations. Scribens, corrige tes fautes. DeepL, traduis tes textes. Umbot AI, humanise tes textes. Google Gemini, fais tes recherches documentaires. Math GPT. Parce que ça dure. Donc, autre type. Donc, des vidéos d'amphi, il y en a plein. J'ai vu quelqu'un qui a mis, est-ce que vous avez le lien? On n'a pas vu la vidéo. C'est sur TikTok. Voilà. Soit vous aurez les slides selon, Charlotte a été rapide. Mais en fait, des vidéos d'amphi, il y en a plein. Des apprenants qui chargent les PDF de cours en amphi et qui montrent comment Chat PDF répond aux questions des formateurs. Il y en a plein. Et sinon, le deuxième format de vidéo qu'on voit souvent, c'est ça. C'est des personnes qui sont en face cam comme ça et qui te disent tous les outils pour faire tes devoirs à ta place. Voilà. Effectivement. Vous allez me dire, nous, on est dans la formation pro, à la limite, on n'est pas dans le domaine universitaire, mais moi, je vous rappelle que ces jeunes qui sont sur les bancs de la fac aujourd'hui, ce sont nos collègues de demain. Donc, de toute façon, si on veut prendre du recul, il faut aussi regarder un état d'une population à un moment T. Je vous ai dit, j'ai fait sociaux, donc c'est vraiment mon truc, cette prise de recul un peu sur des cohortes. Du coup, troisième constat, troisième point sur lequel je m'appuierai. Vas-y, Émeraude. Ce serait les copies. Ça, c'est vraiment des retours qu'on a ultra régulièrement. Je récupère des copies d'apprenants qui ont des mots où il y a énormément d'allitération, il y a des paragraphes qui se répètent beaucoup entre eux. Je vais utiliser une IA pour générer le texte et je vais me rendre compte qu'il y a des ressemblances. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on a énormément, un problème qu'on rencontre énormément, qu'on soit dans la formation initiale ou la formation continue. Du coup, pour répondre à ta question, Émeraude, moi, si mon client, par exemple, me dit, on fait quoi? Si tu peux changer, vas-y. On me fait quoi? Je vais lui dire, écoute, il y a des moyens de détecter. En effet, il y a des outils comme Compilatio qui permettent de détecter si le texte a été généré par une IA. Encore une fois, c'est pas prendre du recul, c'est aller contre, c'est se battre contre, et on peut pas passer son énergie à se battre contre et en même temps prendre du recul sur une situation, c'est plutôt compliqué. Quand on a le nez dans le guidon, on n'arrive pas à faire un pas de côté. D'autant plus que les modèles d'IA génératifs fleurissent de jour en jour. Il y en a de plus en plus de différents. Ces outils-là, ils sont entraînés, mais pas sur tous les modèles. Ils essaient d'être à jour, bien sûr, mais quand le modèle vient de sortir, ils sont pas entraînés sur le modèle qui vient de sortir. Et en plus, du coup, Émeraude, il y a des outils comme Rewritify qui sont là pour aller humaniser les textes. Donc, si tant est qu'on avait des détecteurs qui étaient capables de détecter si à 100% c'était généré par une IA, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on a aujourd'hui une contre-attaque d'outils qui vont permettre de faire de la réécriture de contenu généré par IA pour l'humaniser.
Donc, selon moi, Emeraude, c'est pas vraiment le bon combat. J'aime bien cette étude de Stratis qui vient de sortir, là, elle est parue en septembre 2024. Juste, on prend un tout petit peu de recul sur cette étude parce que la cohorte n'est pas très grande. Il y a 651 apprenants, 223 formateurs. Je vais vous citer d'autres études dans cette présentation où la cohorte est quand même plus importante. Mais je trouve qu'elle fait un bon point sur un moment donné. En septembre 2024, quand on interroge les formateurs et les apprenants, on découvre que 73% des apprenants utilisent déjà l'IA. OK. Versus 38% des formateurs qui utilisent l'IA dans leur formation. OK. Ensuite, 61% des formateurs remarquent que leurs apprenants utilisent spontanément l'IA dans les formations. Donc, on voit bien que aujourd'hui, et c'est des témoignages qu'on a de beaucoup d'enseignants qui nous disent que fondamentalement, maintenant, les apprenants vont demander à ChatGPT avant même de leur poser la question. Et malgré ces constats que je trouve assez criants, on a 75% des formateurs qui disent ne pas être inquiets au sujet de l'impact de l'IA sur le domaine de la formation. Et c'est là, tu vois, Emeraude, à partir de tout ce qu'on vient de voir, on peut répondre à la question de ce fameux client qui a été posé en début de séance. Quelles seraient selon toi les 3 principales raisons pour intégrer l'IA dans mes processus? Ma première raison, c'est que les apprenants aujourd'hui, ils utilisent déjà l'IA et je trouve qu'ils l'utilisent en plus de la mauvaise manière. Ils l'utilisent pour faire leurs devoirs alors que si on les accompagnait, on pourrait leur donner une méthodologie, on pourrait leur donner les clés pour augmenter leurs compétences. Si on leur expliquait que, en fait, si aujourd'hui ils font du copier-coller d'IA pour faire leurs devoirs et que demain on leur demande en entreprise d'avoir une compétence qu'ils n'ont pas, ils ne vont pas être employables sur le marché du travail. Parce que faire un copier-coller d'IA, ce n'est pas une compétence. Mon deuxième point, c'est que les collaborateurs d'une entreprise, on va le prendre de manière générale, mais les formateurs, les pédagogues, on est dans le même lot, ils prennent pas la mesure des potentielles implications de l'IA. C'est-à-dire que ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la typologie, ils ne connaissent pas les différents types d'IA qui existent, leurs différentes possibilités, ils ne connaissent pas les bords de l'IA. Moi, honnêtement, ce que j'aime bien faire avec mes apprenants, c'est de leur dire, mais savoir prompter, c'est une chose. Vous allez voir que j'ai fait une méthodo, je vais vous la donner, vous saurez prompter à la fin de cette séance si tant est que vous appliquez la méthodo. Mais est-ce que vous connaissez les bords de l'IA? Est-ce que vous connaissez les périmètres de l'IA? Déjà, est-ce que vous connaissez plusieurs IA génératives de texte? Parlons que d'elles. Est-ce que vous connaissez les possibilités? Est-ce que vous savez dans lesquelles on peut, je sais pas moi, insérer des grandes quantités de données, faire de l'analyse croisée, dans lesquelles on peut mettre des Excel, dans lesquelles on peut traiter des grandes quantités de texte, sans parler de toute la typologie text-to-text, text-to-image et tout ça. Donc pour moi, la deuxième chose, c'est prendre conscience de l'outil, de l'ampleur de l'outil. Avant même d'avoir un positionnement, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas l'IA, hein, d'ailleurs. Hein. On demande pas, enfin moi souvent je demande pas aux gens est-ce que vous aimez ou est-ce que vous êtes pour ou contre. Je dis juste est-ce que vous avez pris connaissance de l'outil, de son périmètre, est-ce que vous vous rendez compte des implications que ça va avoir sur votre job. Parce qu'en fait, souvent je vois sur les réseaux, ouais mais l'IA c'est pour aller plus vite, c'est un outil de productivité, etc. Moi je suis pas super d'accord avec ça. En tout cas, dans mon monde, de mon prisme, c'est pas un outil de productivité, c'est un outil d'efficience. C'est-à-dire que, ok, je vais gagner du temps. Moi, je suis indépendante, je travaille avec l'IA aussi. Grand bien m'en fasse parce que vu la charge de travail que j'ai, heureusement que j'ai développé des petits assistants d'IA qui m'aident dans mon travail et ça, c'est vraiment super. Par contre, le temps que je gagne, je le passe pas à la plage à siroter des cocktails. Ça pourrait être un choix, mais si je fais ce choix-là, du coup, je ne monte pas en compétences. Le temps que je gagne, je le réinvestis dans mes formations, je le réinvestis dans mes recherches, je le réinvestis dans ma veille, je le réinvestis dans mes tests d'outils, je le réinvestis pour ma montée en compétences. Et c'est ça qui, pour moi, a de la valeur aujourd'hui. On est dans un monde où l'IA va, en effet, me retirer des tâches. Pas de problème. Qu'est-ce que je refais de 100% de mon temps de travail? Voilà. Donc ça, c'est mon positionnement. C'est ce que je dirais à ce client qui me demanderait quelles sont les 3 principales raisons. Je lui dirais, il faudrait que tu arrives à prendre du recul. Tu peux pas prendre du recul si tu connais pas le périmètre et tu peux pas connaître le périmètre si tu testes pas les outils et tu peux pas tester les outils si t'as pas de méthodologie. Vous voyez jusqu'où je veux en venir. Et l'idée, c'est pas d'utiliser l'IA pour utiliser l'IA. L'idée, c'est de monter une stratégie pérenne d'usage de l'IA.
Ouais, effectivement. Mais tu as complètement raison et surtout, enfin, c'est tout ce que tu as dit, c'est essentiel pour ce changement, en fait. Et par rapport à ça et pour rester dans cette direction, par rapport aux équipes, en fait, en quoi c'est essentiel que les équipes pédagogiques, elles comprennent, tu as répondu pour une partie, mais l'écosystème de l'IA, qu'est-ce qui est important et aussi quels sont les outils et les ressources qui peuvent être mises en place pour les aider. Euh, il y a pas mal de moyens en fait aujourd'hui. Moi, j'appartiens à une communauté. Par exemple, sur WhatsApp, je pourrais vous donner le lien. Tu vois, c'était pas prévu, mais je pourrais vraiment à un moment de question, j'essaierai de le mettre dans le chat. J'appartiens à une communauté avec que des pédagogues qui vont poser un peu tout ce qu'ils font, voilà, les usages. Il y a la littérature. Moi, j'écris des livres d'application. Donc, j'écris des livres où je donne mes idées, comment j'appliquerai l'IA dans ma vision. Encore une fois, c'est la mienne. Tout le monde n'est pas, voilà, vous n'êtes pas Lucidum, vous n'avez pas les besoins ou la vision du métier de Lucidum. Mais en tout cas, là, il y a eu un super post sur LinkedIn là d'une personne qui a repris une partie de ma vision, qui l'a transformée et adaptée à son système. Et je pense que c'est comme ça. Par ailleurs, il n'y a pas de prompt magique. Je pense aussi, et on en reviendra juste après, mais il faut appliquer. Enfin, moi, je vois des choses sur, par exemple, je fais beaucoup de veille sur Twitter. Je vois des choses sur Twitter. Je vois des gens qui donnent ce qu'ils appellent des workflows. Alors oui, souvent c'est en anglais ce que je lis, mais je vois des workflows et je teste. Je teste tout le temps. Je prends au moins une demi-heure par jour pour tester quelque chose que j'ai vu sur les réseaux. C'est pas plus d'une demi-heure, mais au moins je teste. Et en testant, des fois je me rends compte que c'est bidon, que c'était la personne elle a mis une vidéo du contenu, mais que c'était que du commercial. Donc là, du coup, je me désabonne de cette personne bien souvent, où je me rends compte du potentiel et ça fait germer en moi des nouvelles idées. Donc c'est un peu ça l'idée. Mettez les mains dans le cambouis. Je suis désolée, mais je ne pourrais pas plus vous aider qu'en disant ça. Pour moi, c'est le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un. Mettez les mains dans le cambouis, regardez sur LinkedIn, regardez quelqu'un qui vous décrit un mode-up, faites-le, testez-le, faites-vous votre propre opinion. Ouais, c'est OK pour toi, Émeraude? Oui, c'est super clair par rapport à ça. Et ma dernière question par rapport à tout ce changement, c'est comment on peut évaluer la maturité de son équipe par rapport à l'adoption de l'IA. Qu'est-ce qu'il faut surveiller donc, tu as donné là des insights, des idées, mais qu'est-ce qu'il faut surveiller pour que ça se mette bien en place? C'est rigolo parce que c'est une discussion qu'on a beaucoup avec mes clients sur les KPI. Eux, ils se disent si on a une amélioration de la productivité, c'est que on a gagné avec l'IA. Il n'y a pas de réelle amélioration de la productivité parce que si tu le fais bien, si tu fais pas du copier-coller, mais on va revenir là-dessus. Si tu le fais bien, tu dois prendre la main sur l'outil, ça prend du temps, il y a un vrai temps, en fait, il y a un vrai temps à passer sur l'IA, il y a un vrai coût, il y a un vrai billet d'entrée, en fait, il y a un vrai ticket à l'entrée en temps, et ça, c'est clair, faut qu'on se le dise, hein, tous ceux qui sont tombés dans l'IA, on en a passé des heures, hein, je peux vous dire. Donc, qu'est-ce que ce serait l'indicateur de la maturité? Je dirais que la réticence. Si dans mes équipes, j'arrive à ne plus avoir de gens qui sont pour ou contre par ailleurs, tu vois, moi la dichotomie, j'en parle souvent en conférence, le triangle de Karpman appliqué à l'IA, ça n'apporte rien au débat. Si vous arrivez à donner envie aux gens de tester, de faire des prototypes, mais rien que de tester en fait, de tester quelque chose, pour moi déjà c'est un bon indicateur de maturité. Dans les organisations, aujourd'hui, malgré l'âge des collaborateurs, et je le dis parce que souvent on me dit oui, mais c'est les jeunes qui sont... Non, c'est pas vrai. Malgré l'âge des collaborateurs, il y a des gens qui sont en résistance. Et cette résistance, il faut la déverrouiller tout de suite parce que ça va aller très vite. Et ceux qui ne montent pas dans le bateau maintenant, vraiment, ils vont être largués. Et l'idée, c'est pas qu'on se retrouve à avoir des gens qui font du copier-coller. Effectivement. C'est aussi une notion qu'on verra un peu plus tard. Je crois que tu avais une vidéo à nous montrer aussi par rapport à ça. Oui, tiens, on va faire un petit jeu quand on parle de maturité. Donc, typiquement,
J'ai vu dans le chat, hein, je vois aussi qu'en même temps que je pose des questions, il y a des réponses. Hein, je les relève pas toutes, hein, mais merci de répondre, j'apprécie. On va regarder vraiment cette vidéo jusqu'à environ, je sais pas, 30 secondes. Je dirais stop à Émeraude. Ok. Il y a un petit jeu. Les filles, vous avez une question juste après, c'est ça? Oui. Il y a un petit jeu. Le jeu, c'est regarder cette vidéo et deviner combien d'IA ont été utilisées pour réaliser là les 15 premières, 30 premières secondes de ce qu'on va regarder. Ça va aller très vite, concentrez-vous. C'est parti. Prompting is an art. Have you ever wondered why your prompts sometimes lead to inaccurate or generic results? Well, simple prompts can sometimes do the trick, but the real magic happens when you add in some key details. I'm Ethan from GenAI Base, and today I'm going to show you how to write the perfect prompt. Let's get started. To help you dive into the world of prompting, imagine you're the owner of an online travel agency. Your mission? Create a unique travel offer. Voilà. Là, on a regardé 26 secondes de vidéo. Il y a une question qui va arriver juste après. C'est combien d'IA différentes avez-vous pu identifier? C'est juste un chiffre qu'on vous demande déjà pour lancer la discussion. Ouais, ça répond vite. Et vous êtes... Non, c'est bien, je vois des très bonnes réponses. Alors bien sûr, il y a tous les chiffres décrits. Hein. Est-ce qu'il y a des chiffres qui se rapprochent? Répondez pas dans le chat, répondez dans le... Tu peux remettre le QR code peut-être? Oui, je vais remettre le QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone portable. Comme ça, vous pouvez répondre. Ok, c'est pas mal, hein. Peut-être les réponses les plus fréquentes. J'allais dire, donc mon super cerveau doit faire les stats. Voilà, c'est mieux comme ça, merci. Est-ce qu'on a un bon chiffre ici? Oui, il y a un bon chiffre et j'ai noté que les premières réponses, donc ceux qui ont dégainé très très vite, ils avaient les bonnes réponses. Le chiffre, c'est 6. En effet, j'ai vu quelqu'un qui avait dit 10, et bien sûr, hein, moi j'ai des vidéos IA où on monte à 12 IA facile, hein, facile, sans que ça soit trop compliqué de monter à 12 IA. Le bon chiffre, c'est 6. Et donc bravo, franchement bravo, parce que vous êtes 5-6, hein, c'est très juste comme réponse. Est-ce que tu peux descendre un peu 5, 6, 3, 4, 7? T'as plus que ça en affichage? Parce que c'est stats. J'ai les statistiques. Okay. Ouais, c'est bien comme ça. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que les personnes qui sont présentes là ont quand même une vision. Alors, en tout cas, celles qui ont répondu, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont abstenus parce qu'ils n'en avaient aucune idée. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de petits chiffres. Donc, attends, remets-moi le mode statistique. Ouais, parfait. En dézoomé. Et il n'y a pas beaucoup de 0, 1, 2, 3. Et il y a quand même une grosse tendance dans du 5, 6, 7. Donc, vous avez conscience que de manière pragmatique, en fait, c'est pas en un clic qu'on va générer ce type de vidéo. Et souvent, on a l'impression que quand les gens ils postent des vidéos faites 100% avec IA, ils ont cliqué, voilà, ils ont généré. Donc, du coup, quelles sont les IA qui ont été utilisées, Émeraude? Il y a eu 6 IA. L'avatar, je ne sais pas si vous avez détecté, mais la personne qui parle, c'est un avatar. L'avatar a été fait avec Agen. Les voix ont été faites avec Eleven Labs. Alors que l'IA Agen a des voix, mais que bien souvent encore pour avoir une des voix correctes, on utilise la meilleure IA qui fait les meilleures voix, et aujourd'hui c'est Eleven Labs. Les images ont été faites par Leonardo, le script et l'écriture ça a été fait par ChatGPT, la musique par Suno et l'animation de la vidéo par Runway. En plus de ça, parce que la personne, c'est pas du tout son métier, hein, c'est un digital learning manager. Hein, c'est pour ça aussi que j'avais mis cette vidéo, parce que c'est quelqu'un qui est comme nous, qui travaille à temps plein. Et il a mis 2 semaines pour faire le montage, et il l'a fait sur Premiere, et il a fait les effets visuels sur After Effects. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas si simple aujourd'hui d'utiliser l'IA, et que moi, si j'étais chef d'une équipe,
Je montrerai une vidéo comme ça à mes équipes et je leur dirai déjà, est-ce que vous êtes capable de détecter combien d'IA sont utilisées? Ça va permettre de démystifier aussi beaucoup de choses. Voilà. Effectivement, c'est un bon exercice à faire. Pour ma part, j'en connaissais pas, pas beaucoup dans celle que tu nous as montré. Donc, c'est hyper intéressant de voir ça. Maintenant qu'on a vu l'importance et les exemples que tu nous as montrés, la deuxième partie va être sur notamment toutes ces clés pour bien utiliser l'IA au sein de l'entreprise. Et ma première question pour toi, c'est comment on peut former ses collaborateurs. Tout à l'heure, tu nous parlais de prompt. Donc, comment on peut les former à prompter correctement afin de maximiser l'efficacité des outils qui peuvent être utilisés. Alors, tu vas dire que j'ai un esprit de contradiction, mais je vais encore pas répondre à cette question tout de suite. Je réponds à la fin à chaque fois de la partie. Parce que c'est tout le temps la question qu'on me demande. Est-ce que tu peux nous former à l'art du prompt? Est-ce que bien sûr que je peux te former à l'art du prompt, mais j'ai même pas besoin de te former. Achète un plan promptable, tout est écrit dedans. Je vais dire c'est 9,90 €. C'est la formation la moins chère de France, tu vois. Non mais est-ce que c'est ça l'idée? En tout cas, pour moi, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de vous former à l'art du prompt. Bien sûr que je le fais. C'est ça fait partie de la formation, mais ce n'est pas une finalité. Pour moi, la finalité, c'est vraiment toujours cette prise de recul. Pourquoi tu veux te former à l'art du prompt? Que veux-tu? Est-ce que tu veux que je te donne mes prompts? Tu vois, j'écris des livres. Il y a des centaines de prompts dans mes livres. Est-ce que tu veux prendre mes prompts? Tu veux les copier-coller? Et donc, clic, avec mes prompts que tu as copié-collé, en quelques clics, hop, le truc, il est fait. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ou est-ce que tu veux prendre le temps de réfléchir, de te dire, OK, ça, c'est le prompt de Lucie, c'est la vision de Lucie, selon les axes et les expériences de Lucie. Ce sont des perceptions du métier. Il n'y a pas de vérité absolue. Quelles sont les applications que je pourrais avoir des prompts qu'elle a écrits? Quelles sont les tâches répétitives que j'ai dans mon métier que je pourrais éventuellement automatiser? Est-ce que j'accepte de mettre du temps? Parce que je te donne un exemple fictif. Emeraude, toi et moi, on est recrutés pour le même poste. Nous avons les mêmes compétences, d'accord? Donc, on est à compétences égales, toi et moi. Tu utilises l'IA en mode pivert, donc tu es plutôt une multiprompteuse. Toi, tu veux aller vite. Toi, t'es il faut aller très très vite pour faire la tâche. Et moi, j'utilise l'IA en mode papillon. Je vais vraiment prendre plus mon temps pour me construire, pour comprendre, etc. Notre chef nous demande de faire une tâche. Toi, Emeraude, tu mets 20 minutes pour faire la tâche. Moi, je mets 40 minutes pour faire la tâche. Qui est la plus productive entre toi et moi? Clairement, c'est toi. Clairement. Donc, là, le chef, il va dire, écoute, ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui sache méga prompter. Moi, une Emeraude qui multiprompte, c'est parfait pour moi. Je veux qu'on aille vite, je veux qu'on soit dans la productivité. Très bien. Un mois plus tard, non, mais c'est la vérité. Oui. Un mois plus tard, notre chef nous demande de faire une tâche similaire. On n'a jamais deux fois la même tâche à faire. Bien sûr que c'est pas répétitif en copier-coller, sinon on ferait du copier-coller de ce qu'on a déjà fait. Donc, notre chef nous demande de faire une tâche similaire. Emeraude, tu mets 20 minutes. Tu as mis 20 minutes la première fois, tu mets 20 minutes la deuxième fois. Imaginons dans un an, peut-être que tu mettras 19 minutes, mais OK. Et moi, je mets, on va dire 10 à 15 minutes. Pourquoi? Parce que le temps que j'ai investi dans mon méga prompt, le temps que j'ai investi dans la construction de ma réflexion, cet objet que j'ai créé qui va être un petit bout d'instruction d'IA, hein, c'était un prompt. Un prompt, c'est une requête qu'on fait à une IA. Donc, c'est juste parler à une machine, en gros. Hein. Avant, on appelait ça coder. Bon, c'est pas du code, c'est du texte. Donc, c'est prompté. Donc, en gros, moi, je mets moins de temps pour faire l'exercice parce que j'ai déjà un prompt qui est adopté à mon métier, à mon besoin, à mon secteur, à mon domaine d'activité. Il est sur mesure pour moi. Alors, peut-être que si je quitte cette entreprise, je devrais refaire des prompts dans cette autre entreprise, même si c'est le même sujet, etc. OK. Mais dans cette entreprise-là, en fait, en ayant investi du temps à réfléchir bien en amont à cette tâche, je le gagne après. Donc, pour moi, les clés pour bien utiliser l'IA, c'est de réfléchir. Et ça, j'y tiens parce qu'en fait, Emeraude, il y a beaucoup d'usages. Il y en a toute une liste. Il y a du coup
On peut personnaliser l'apprentissage, on peut soutenir et accompagner les apprenants, on peut faire on va utiliser l'IA pour la simulation, pour l'évaluation. En tant que formateur pédagogue, on peut utiliser l'IA comme assistant administratif. On peut l'utiliser pour la planification et l'organisation de la formation, pour les objectifs pédagogiques. Enfin, franchement, il y en a plein des exemples. Je vais vous donner juste après un prompt, donc vous allez voir. On attend 2 secondes. Mais la question, c'est quels sont vos usages à vous? Ouais. Qu'est-ce qui est utile pour vous? Moi, il y a des gens qui me disent, moi, je fais un déroulé pédagogique tous les 6 mois. Bon, bah, t'as peut-être pas besoin de bosser à fond ton prompt sur les déroulés pédagogiques, hein, tu vois, si tu fais pas d'ingénierie ou de réingénierie, mais que tu fais que de l'animation, par exemple, bon, bah, t'as peut-être pas besoin de ça. Donc, la question, moi, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous faites, par exemple, du prompt suivant? Là, je vous donne un prompt. Tu peux passer. Ça, c'est un de mes prompts. C'est extrait de mon livre. Juste la slide avant. Ouais. C'est extrait de mon livre. Vous avez un QR code. Normalement, vous devrez réussir à le scanner. C'est un prompt pour faire des objectifs pédagogiques. Donc, il est cadeau. Je vous le donne. Prenez-le. Merci beaucoup, Lucie. C'est ma manière à moi, par ailleurs, de faire des objectifs. Bon, après, je travaille sur Bloom, hein, comme tout le monde, donc voilà. Mais la vraie question, c'est vous allez en faire quoi de ça? Vous allez le copier-coller, faire tous vos objectifs comme moi, ou est-ce que vous allez réfléchir aux résultats, essayer de comprendre? Et du coup, la slide suivante, elle est un peu cruciale. Ma question, c'est est-ce que vous voulez apprendre à pêcher, ou est-ce que vous voulez qu'on vous fournisse du poisson? Parce que aujourd'hui, quand les gens ils me disent, moi, je veux des prompts, j'adore, je fais du copier-coller de prompts, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu as des bons résultats, si tu estimes que c'est qualitatif, eh ben, franchement, c'est top. Franchement, fais-le. Mais la vraie question, c'est demain, si aujourd'hui, tu sais pas rédiger un objectif pédagogique, si demain, tu n'as plus le prompt, tu n'as plus l'IA, comment tu vas encore, tu vois, rédiger correctement? En fait, en quoi tu es monté en compétence? C'est ça ma question de fond. C'est en quoi tu montes en compétence si tu utilises les choses sans y réfléchir. Donc, maintenant, je me sens plus capable de répondre à ta question, Émeraude. Quelles sont les clés pour bien utiliser l'IA? Les clés pour bien utiliser l'IA, c'est 1, garder du recul, un esprit critique et adapter les prompts, adapter tout ce que vous trouvez. Enfin, vraiment, faites vos usages à vous. Et en 2, c'est bien sûr, il faut avoir un framework, une méthodologie. Et du coup, là, je vous propose la mienne. Ma méthode, c'est la méthode cadrée. C'est celle qu'il y a dans le plan promptable que 10 personnes là vont gagner aujourd'hui. La méthode cadrée, elle est très simple. C'est un prompt qui commence par qui est l'IA en tant que collaborateur. Donc, c'est un prompt qui commence par tu es. Tu es et on définit le rôle de l'IA. Puis, dans une deuxième partie, on lui dit tu vas faire quoi? Quelles sont les tâches que tu vas accomplir? Puis, dans une troisième partie, on écrit la description. Dans quel cadre ça se passe? Est-ce qu'on est en formation initiale, en formation continue? Est-ce qu'on est avec des élèves de quel cycle? Est-ce qu'il y a de l'échec? Est-ce qu'il y a de l'hétérogénéité, de la mixité? Je sais pas. Est-ce qu'on est RH et qu'on est sur un plan social? Est-ce que si on est sur une entreprise, une industrie pétrolière? Moi, je vous dis, surtout faites attention, ne mettez aucune donnée confidentielle dans les IA. Mais la description, on n'est pas obligé de dire je travaille chez Schneider en tant qu'ingénieur. Non. On peut dire qu'on travaille pour une entreprise de tel secteur, avec telle mission, etc. C'est pas plus compliqué que ça. On n'est pas obligé de mettre, on doit faire attention à ne mettre aucune donnée RGPD, bien évidemment. Ça, le RGPD reste même dans le cadre des IA. Mais en tout cas, on peut faire de la description pour aller orienter l'IA dans une bonne direction, sans pour autant mettre des données confidentielles. Ensuite, le R de ressources, on parle aujourd'hui beaucoup des RAG, c'est vraiment la grosse tendance en ce moment de dire, voilà, il faut donner de la donnée à l'IA pour qu'elle réponde correctement. Le R de ressources, c'est ça. Souvent, vous faites à peine CAD, pour être très honnête, et en plus de ça, vous dites, oui, mais moi, je m'appuie sur les données de l'IA. Mais attendez, qui est expert? Qui sont les experts du domaine? Vous pensez vraiment que l'IA, elle est aussi experte que vous en ingénierie de formation, par exemple? En tout cas, moi, je sais qu'elle n'est pas aussi experte que moi.
Pas encore. On verra dans l'avenir si elle devient experte comme moi. On verra sur quoi je m'appuie. Mais moi, j'aime avoir mes articles de recherche. J'ai mes bases. En plus, je vous ai dit, j'ai fait sociaux, donc j'ai quand même un axe très sociaux dans mon travail aussi. Donc, j'aime que ces textes-là ils soient respectés. Donc, je mets mes ressources. Je mets les documents que je voudrais que l'IA exploite pour répondre à ce besoin-là. Ensuite, les exigences, qu'est-ce que vous attendez à la sortie? Vous attendez, je sais pas moi, un plan, un sommaire, un argumentaire. Vous attendez ça sous quelle forme? Est-ce que c'est des listes à puces? Est-ce que c'est des paragraphes? Est-ce que c'est en gras, en italique? Est-ce que c'est un ton? C'est votre ton? Par exemple, quand je veux que les choses elles soient écrites sous mon ton, je mets des documents où j'ai écrit avec mon ton, par exemple. Donc tout ça, les exigences, faut aussi qu'elles soient chargées. Comment vous mettez les docs? Je les mets parce que sur les IA, il y a un petit trombone, vous savez, comme le trombone de Word à l'époque. Il y a un petit trombone qui permet de charger des données, ou sinon je les mets en copier-coller. Parce que les IA peuvent quand même emmagasiner aussi des grandes quantités de texte. Alors pas immensissime non plus, hein, mais en copier-coller pour elle va pas me faire mes slides en un coup, hein, par ailleurs. Hein. Elle va me faire des morceaux de choses. Donc, il va falloir que j'y aille étape par étape. Et IA gratuite, hein, moi j'utilise des IA gratuites et des IA payantes. Enfin, je fais pas que du payant par ailleurs. Mais il y aura une partie questions. Hein, je vois le nombre de questions qui tombent. Charlotte, tu as un travail de on dirait un jeu de rôle avec un maître du jeu, ouais, très juste. Donc, et le Z, là, c'est super important et notez cette phrase mot pour mot. Le Z, il faut écrire obligatoirement à la fin de votre prompt et vous allez voir, ça va changer toute votre manière de prompter. Avant de commencer, pose-moi toutes les questions que tu as à ce sujet, sois exhaustif. Et vraiment, cette phrase, pour ceux, je vois qu'il y en a dans cette formation-là, qui m'ont déjà eu en session, cette phrase change tout. Elle change tout. L'IA va vous poser des questions, vous allez avoir un regard critique sur ce que l'IA a compris, sur ce qu'elle n'a pas compris, vous allez pouvoir améliorer votre méga prompt à la racine. Et bon, tout ça, je vous l'explique dans mes livres et dans ma méthodologie dans le plan promptable. Mais vraiment, avant de commencer, pose-moi toutes les questions que tu as à ce sujet, sois exhaustif. C'est la phrase qui marche le mieux sur toutes les IA. C'est bon pour la méthode. Du coup, petit exemple d'un vrai prompt, d'un vrai prompt d'ailleurs, hein, c'est très prétentieux. C'est un prompt qui fonctionne. Voilà. Oui, vous avez un bel exemple ici. Merci beaucoup, Lucie, de vraiment tout nous avoir dit en détail. C'est assez incroyable. Je vais me pencher dessus d'ailleurs en sortant du webinaire. Il nous reste un petit peu de temps pour la dernière partie. Donc là, tu nous as bien tout exposé, mais on sait que cette transition et tout ce qui a été dit, c'est pas sans défi. Et pour cette troisième partie, on va discuter des alternatives qui sont face aux bloqueurs. Et pour commencer, on a une question WooClap. En un ou deux mots, quels sont les principaux freins pour déployer l'IA dans votre organisation? Je vous invite à y répondre. Je remets le QR code si besoin. Hop, je le retire. Temps, sécurité, manque, connaissance. RGPD, bien sûr. Bien sûr, mais c'est totalement normal. Hein. Il faut pas faire confiance à une IA. Ça, franchement, on pourrait tous se la tatouer sur le corps. Et je vois la sécurité, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut avoir des connaissances, en effet, sur l'éthique. On a des biais, nous, en tant qu'humains. La machine a aussi des biais. Le coût, pour moi, c'est pas un argument aujourd'hui. Il y a beaucoup d'IA qui sont gratuites, qui sont accessibles gratuitement. Par exemple, si vous voulez utiliser une IA textuelle, Mistral est accessible gratuitement et c'est un très bon modèle. Si vous voulez tester une IA un peu plus multimodale, alors Mistral n'est pour l'instant pas limité, en tout cas pas aux dernières nouvelles. Parce que quand on parle d'IA, il faut faire aussi très attention à ce qu'on dit. Mais Perplexity, c'est aussi un modèle qui est intéressant parce qu'il englobe différents modèles d'IA, donc ça nous permet de tester différentes IA. Et ChatGPT, son modèle 4.0 et qui est ouvert à tout le monde est aussi très bon. Et puis son modèle de raisonnement, le Strawberry, là, le O1, est
très intéressant, mais pas du tout à utiliser tout le temps. Voilà, donc bon, c'est des petites remarques comme ça. Le temps, alors là-dessus, c'est vrai. Je le sais que très bien. Je cours après le temps. Je le sais que trop bien à quel point le temps, c'est un vrai indicateur. Maintenant, ma vraie question, si vous passez votre temps, alors j'appelle ça le pivert et le papillon, parce que je trouve que c'est pragmatiquement simple à comprendre. Si vous passez votre temps à être en mode pivert parce que vous n'avez pas le temps, et on est en mode pivert pour plein de trucs, hein, vous savez, c'est quand on fait clic, clic, clic sur un e-learning pour aller très vite et puis que le e-learning il durait 1h30 et qu'on le fait en 10 minutes, c'est pareil, ça c'est du pivert. On est pivert pour plein de choses dans notre vie, hein, pas que avec le lien. Moi, ma vraie question, c'est si vous passez votre temps à être pivert, si vous donnez votre temps dans du pivert, qu'est-ce que vous gagnez à la fin? Pour moi, on est aussi pivert quand on va sur les réseaux sociaux, hein. De toute façon, dès qu'il y a le mot la flemme qui arrive, c'est du pivert. Donc, pour moi, temps, c'est pas un argument. On a tous le même nombre de secondes dans une journée. Il faut faire le choix. Quel choix? Qu'est-ce que vous priorisez dans la journée? Est-ce que vous priorisez cet appel avec cet ami? Est-ce que vous priorisez cette séance de sport? Est-ce que vous priorisez, je sais pas. Mais à un moment, voilà. Et puis, il y a des choses qu'il faut déléguer aussi. La peur, je ne sais pas qui a peur. Si c'est vous qui avez peur, j'espère sincèrement qu'à la fin de ce webinaire, vous aurez plus peur. En tout cas, moins peur. Et je vais être très honnête, moi aussi, j'ai eu peur. J'ai eu peur, vraiment. Alors, je vous raconterai une petite histoire après. Mais ça fait longtemps que je suis dans ce monde-là. Et j'ai eu peur. Et je pense qu'il faut qu'on passe par cette phase de peur, mais ce n'est qu'une phase. Si vous restez dans la peur, vous n'avancerez pas. Pour tout, hein. Je fais presque un cours de dev perso cette séance en fait. Par rapport à justement ton histoire, est-ce que tu pourrais nous la dire, nous partager en fait cette histoire? Quelquefois, on est limité par le budget ou par l'entreprise, et a priori, ça t'est arrivé, et j'aimerais savoir voilà comment ça s'est passé. En fait. Moi, j'ai toujours travaillé, avant que je sois 100% indépendante, je travaillais pour des grands comptes. C'est vraiment plus mon ADN, les grosses structures. J'aime bien la stratégie, la conduite du changement. Et c'est aussi pour ça que je suis une vulgarisatrice, hein. C'est ce que je sais faire de mieux, c'est rendre simple les choses qui paraissent compliquées. Pour moi, il n'y a rien de compliqué. Tout est accessible. Et donc, il y a 7 ans, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent comment il s'appelle, Benoît Raphaël. Il y a 7 ans, je fais un salon qui s'appelle Futur à Paris. Alors j'ai toujours, moi je suis vraiment, voilà, c'est mon truc. Je vais toujours dans les salons, je prends du temps, encore une fois, un temps que je n'ai jamais eu, hein. J'ai demandé à qui vous voulez, de toutes ces personnes qui me connaissent depuis des années. Je suis tellement occupée, mais je choisis vraiment mes combats, et faire de la veille sur les salons, c'était important. Donc il y a 7 ans, je vais sur un salon qui s'appelle Futur pour un peu voir un peu ce qui se passe dans les tendances dans la tech, mais pas que dans la tech. Et il y a un petit endroit qui paye pas de mine, avec des gens qui payent pas de mine. Ils sont tous, imaginez, c'est des gens avec leur ordinateur sur une table, quoi. Franchement, c'est pas du tout le stand de l'année clinquant comme on pourrait voir par ailleurs avec voilà des affiches, des flyers. Là, c'était très humble. Et là, je découvre un pool de gens sur l'IA, dont le fameux Benoît Raphaël. C'est là où je l'ai découvert, il y a plus de 7 ans. Et c'est des gens, on a l'impression qu'ils ont fait ça dans leur garage, et ils montrent des IA génératives. Alors lui, il était spécialisé dans la veille avec son Flint. Il y avait un autre gars qui était spécialisé en text to vidéo. Il y en avait un autre qui était en speech to text, etc. Et là, en allant voir ces 10 personnes, j'ai passé le 3/4 de mon salon avec eux, hein, parce que j'ai vu à quel point c'était incroyable ce potentiel. En allant voir ces 10 personnes, j'ai vu le futur de l'IA. J'ai vu ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, j'ai déjà vu ce qu'allait être aujourd'hui le monde. Je savais pas que ça allait être dans 7 ans. Je savais pas que ça allait être aussi incroyable que ça l'est, parce que c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, malgré tout et toutes les craintes, et qu'il faut aussi avoir légitimement. C'est incroyable. Ça ouvre des potentiels, ça ouvre des business, ça ouvre des marchés, ça ouvre une autre pédagogie. Et j'ai attendu pendant très longtemps que ça arrive.
Et en fait, le voir en anticipation, ça m'a permis de faire un pas de côté. Sur ce salon, j'ai testé les outils. Donc souvent, on me dit oui, mais mon organisation, elle a pas d'argent. Mais moi, j'ai passé des années à aller sur les salons, tester les outils. Je faisais la queue, j'étais personne et je testais. Puis c'est en testant que j'ai eu des idées pour mes formations. C'est comme ça que j'ai gagné mes prix d'innovation. Parce que un bot pour former, j'en ai monté un il y a 6 ans, je crois. Donc, pour moi, c'était pas nouveau. Pareil, ce qu'on voit tout de suite partout aujourd'hui, je l'ai créé avant. Alors oui, avant, on programmait plus, c'est vrai. Avant, soit je codais moi-même, ou soit je payais des gens pour coder, ou soit je me débrouillais avec des échanges de procédés. Avec les services DSI, par exemple, on faisait des protos ensemble, voilà. Et donc, j'ai fait un pas de côté, j'ai testé, et du coup, ça m'a permis d'avoir une vision. Et quand on a ce recul, une vision par ailleurs, c'est pas forcément vrai, hein, ça permet juste d'avoir un petit délai d'avance. Quand on a ce recul, on peut se permettre, quand l'IA sort enfin, de se dire, ouais, moi, je suis prête à faire mes cas d'usage, je suis prête à écrire un livre, je suis prête à être pionnier là-dessus, mais on se sent pas pionnier. En fait, je pense pas que Benoît Raphaël se sente pionnier. C'est des technos qu'on a depuis longtemps. Donc, en fait, on avait déjà ce recul. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse de temps, de coût, etc. Ça, c'est quelque chose que je peux plus entendre. Vous allez sur les salons, par exemple, je représente au Learning Tech en janvier. Au Learning Tech, en plus de donner des conférences et d'être modératrice, je vais aller prendre le temps d'aller tester, d'aller voir les nouveaux acteurs, d'aller échanger avec eux, d'aller aussi proposer des échanges de procédés pour aller tester leurs outils. Voilà, c'est ça, je pense, la bonne approche. C'est top, effectivement. Il faut, comme tu l'as écrit, faire un pas de côté, essayer de aller voir autre chose. Et pour conclure, il nous reste plus beaucoup de temps puisqu'on a un autre webinaire qui commence dans quelques minutes. Je voulais savoir par rapport à ton avis. Il y a beaucoup de personnes qui sont réfractaires par rapport à l'IA. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut être mis en place quand on voit que l'IA prend autant de place aujourd'hui? Elles sont réfractaires pourquoi en fait? Elles sont réfractaires parce que pour des raisons écologiques, pour des raisons éthiques, pour des raisons de sécurité. Elles sont réfractaires parce que elles ont pas le temps. Enfin, tu vois, moi je pense que la première chose c'est pourquoi vous êtes réfractaire. Est-ce que c'est un positionnement? Il y a des gens ils sont nés contre. Tu vois, je sais pas moi. Moi il y a des gens vraiment je peux rien faire pour eux en fait. Vous êtes contre, ok, gardez votre positionnement et les autres avancent en fait. Donc moi je pense que encore une fois, je vais boucler sur ce que j'ai dit en intro. Pour moi, je suis personne et on est personne pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, clairement. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire comment ci ou comment ça. Par contre, je pense qu'il faut en effet des gens qui présentent des pratiques et qui engagent à tester. Du coup, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous ai donné un prompt. Donc, pour tous ceux qui n'ont jamais prompté, prenez le prompt que je vous ai donné, mettez-le dans une IA. Essayez si possible de le modifier. Ça serait bien que vous le mettiez à votre sauce, et de pas être trop pivert et d'être un peu plus papillon. Essayez de le modifier et regardez ce que ça donne. Faites-vous votre avis et ce sera du coup mon mot de la fin. Ouais, c'est top. Merci beaucoup. Effectivement, ce que tu dis, le mot de la fin, faites votre avis et testez les choses. C'est exactement ce qu'on peut faire. Tu nous as donné toutes les clés, en tout cas, pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Donc, merci par rapport à ça. On va peut-être prendre une petite question. Il nous reste 2 minutes. Une question de Cécile pour toi, Lucie. Comment vos clients abordent-ils l'impact environnemental dans leur choix de stratégie IA? Il y a beaucoup de travaux sur la frugalité des IA aujourd'hui. Il y a beaucoup de travaux sur les modèles. Tous les modèles d'IA ne consomment pas la même chose. Faut savoir que vu le niveau d'ingénierie du prompt des entreprises actuelles, même ceux qui sont formés, je parle vraiment d'une vraie ingénierie, le niveau de besoin et de demande pour l'instant, il est pas, on n'a pas de besoin de modèles comme Strawberry, franchement, pas dans les organisations, pas encore. Donc on peut très bien travailler sur du 3.5 par exemple, qui est gratuit et faire ses bases d'entraînement à côté. Donc les entreprises aujourd'hui s'y intéressent beaucoup. Moi, je vois aussi, je travaille beaucoup sur le méga prompt. Je suis contre le multi-prompting. C'est l'exemple que j'ai donné avec Emeraude tout à l'heure. Pour moi, ça n'apporte rien en efficacité, en productivité. Ça consomme beaucoup d'énergie de beaucoup prompter comme ça les uns après les autres. Donc, je pose une question, je me rends compte que l'IA a compris ça, je remets ça. Enfin, une ligne. Donc, moi, j'ai une approche méga prompt, une approche base de données de prompt, bibliothèque de prompt, méga prompt. On s'organise, on se structure. Donc, déjà, si les collaborateurs
sont sensibilisés à la consommation énergétique. Et là, je vais aller vous chercher un lien. Alors, c'est un lien du gouvernement. C'est sur c'est sur il faut que je le retrouve, un générateur qui est capable de mesurer la consommation énergétique des différents modèles. Si les gens se rendent compte aussi de la consommation énergétique, parce que là c'est facile, si j'ai une Ferrari ou une Twingo, les gens comprennent facilement que la Ferrari consomme plus que ma Twingo. Mais les modèles, ils comprennent pas en fait les gens. Donc il faut les éduquer aussi à la consommation. Je pense qu'il ne faut pas vouloir utiliser le modèle le plus performant tout le temps. Voilà, il faut se dire si j'ai un petit prompt à faire, si j'ai par exemple, imaginons un prompt pour un mail, ça arrive. Hein. Bon bah franchement, prenez un 3.5, ça sera parfait. Hein. Voilà. Je vous mets pour ceux qui restent en ligne, j'ai vu le groupe WhatsApp et tout, je vous mets les ressources là tout de suite. Où j'allais. Ouais, effectivement, on pourra le mettre dans l'email. Écoute. Un grand merci, je pourrais t'écouter des heures, c'est passionnant ce que tu racontes. Merci de nous avoir partagé tout ça, toutes ces stratégies qui sont ultra concrètes, de nous avoir donné autant de conseils. Il y a eu beaucoup de conseils, je pense qu'ils vont être réutilisés par les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous recevrez le replay cet après-midi. On va prendre le temps de répondre à vos questions à l'écrit qu'on vous enverra. Ainsi que les liens que Lucie souhaite envoyer. Les journées Wild continuent à 12h avec un webinaire sur le marketing et de la formation avec Edflex. Et on se retrouve aussi demain. Il y a 2 webinaires. Le premier à 10h sur le storytelling avec Tech on Mars et Cartoon Based. Et le deuxième à 11h qui sera à propos des tendances de la formation en 2025 avec Centre Info pour clôturer nos journées Wild. Lucie, un grand merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on vous souhaite... Juste un tout petit mot, Émeraude, pardon. Je fais un tour de France. À chaque fois, je fais beaucoup de conférences partout en France. Donc, sur LinkedIn, je poste mes tours de France. Donc, je vais peut-être passer près de chez vous. Je fais pas énormément de posts sur LinkedIn. Je poste surtout sur les conférences comme ça gratuites que je fais ou les conférences payantes. Donc, voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous pourrez peut-être me rencontrer sur place au Learning Tech en janvier, bien sûr, mais aussi dans mon tour de France. Je serai à Marseille le 10 décembre, par exemple. Voilà. Oui, effectivement, vous pouvez suivre du coup Lucie sur LinkedIn et tout ce qui va arriver sur cette belle fin d'année. Un grand merci encore. Je vois tous vos messages dans le chat. On est content que ça vous ait plu. Et le tirage au sort, oui, j'ai vu des questions. Que c'est Charlotte qui va le faire? Charlotte le fait, vous serez au courant dans les emails. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.